Eh bien, bienvenue pour cette dernière présentation de la matinée, donc où nous recevons Jean-Paul Malouf pour nous parler d'intelligence artificielle et de changement climatique. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai donné cette instruction à GPT-3 que je pense beaucoup d'entre vous connaissez. C'est un modèle NLP à 170 milliards de paramètres qui a été développé par OpenAI. Je lui ai demandé de m'écrire un article sur les impacts de l'intelligence artificielle sur le changement climatique. Et voilà ce que ça a donné. Alors vous voyez un bel article avec une petite introduction, une suite d'idées bien structurées. C'est assez spectaculaire, je trouve. Et encore plus spectaculaire, ce chiffre-là, donc 552 tonnes de CO2. 552 tonnes de CO2, il s'agit des émissions de CO2 produites par l'entraînement de GPT-3. Et qui dit émissions de CO2 de cette ampleur-là, dit un équivalent de 3 vols de passagers pleins de New York à San Francisco, et c'est énorme. Et donc, qui dit émissions de CO2 dit changement climatique. Et qui dit changement climatique dit les conséquences directes et indirectes. Les conséquences directes, c'est l'augmentation, par exemple, des événements climatiques extrêmes, de leur fréquence. Et vous avez des conséquences indirectes également, qui constituent par exemple des chutes de biodiversité ou par exemple une diminution des rendements agricoles et toutes les famines qui s'ensuivent, etc. Donc, voilà le titre de ma présentation. Je me pose une première question dans cette présentation. Quel est l'impact carbone de l'intelligence artificielle? Donc, si je revenais à ces grands modèles de langage et que je prenais l'article de Bender et al. Paru en 2021, ces auteurs s'interrogent sur l'utilité même de ces modèles et de tous les enjeux éthiques et environnementaux qu'ils impliquent, notamment en termes de justice climatique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de justice climatique. C'est un clivage qui se trouve, un clivage géographique lié au changement climatique. À gauche, vous avez les pays majoritairement responsables des émissions de CO2 et du coup du changement climatique. Ce sont les pays développés. À droite, vous avez les pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Ce sont des pays en voie de développement. Donc vous voyez qu'il y a un clivage déjà, un clivage assez marqué d'un point de vue géographique. Et d'après les auteurs de l'article que je viens de citer, ce clivage pourrait être amené à être élargi dans le sens où ces modèles sont entraînés sur des langues qui n'incluent pas forcément des langues minoritaires parlées dans des pays pauvres. Et du coup, les utilisateurs dans les pays pauvres ne pourront pas bénéficier vraiment de ces technologies. Donc, en plus, si on prenait des tailles de modèles grandissantes, donc de gauche à droite, dans ce graphique-là, vous avez des modèles avec un nombre de paramètres grandissant. Donc sur le graphique du bas, la consommation à l'échelle de l'entraînement dans le graphique intermédiaire. Et puis tout en haut, vous avez la performance des modèles sous forme de accuracy. Donc vous voyez que plus vous augmentez le nombre de paramètres dans des modèles, plus la consommation énergétique et les émissions de CO2 augmentent. Par contre, la performance atteint une forme de plateau. Donc vous voyez, vous avez à peine une augmentation de 1% entre ce modèle-là à 83,5 millions de paramètres et celui-là à 115,1 millions de paramètres. Alors, est-ce que ce gain de 1% en accuracy vaut-il vraiment le coup au vu des émissions CO2 impliquées? Donc, sachez que la communauté scientifique tire également la sonnette d'alarme. Donc, il s'agit du titre de cet article paru dans Nature en 2020. Donc, comment est-ce qu'on pourrait décomposer l'impact carbone de l'IA? Alors, d'après les auteurs de cet article, Kak et al., paru en octobre 2021, un article assez récent, il y a 3 échelles d'impact. L'échelle du calcul, l'échelle des applications directes et l'échelle systémique. Je vais développer chacune de ces échelles à part. Donc, d'abord, l'échelle du calcul. Donc, l'échelle du calcul, l'échelle des émissions au niveau du calcul, implique donc les émissions
liées à la consommation énergétique du calcul en soi, et puis à la consommation liée à l'infrastructure qui soutient les projets d'intelligence artificielle. Donc si on prenait d'abord à l'échelle du calcul en soi, dans un modèle d'intelligence artificielle, vous voyez que toutes les phases de développement consomment de l'énergie. Donc si on prenait l'exemple d'un modèle de machine learning supervisé, on pourrait avoir l'impression que c'est la phase d'entraînement ou la phase de développement qui est la plus énergivore et qu'une inférence ponctuelle ou une prédiction ponctuelle ne consomme que très peu d'énergie. Mais par contre, imaginez un modèle qui a appelé, au niveau de l'inférence, de la production, qui a appelé des centaines de millions, voire des centaines de milliards de fois. Alors toutes ces petites consommations d'énergie mises bout à bout, vont constituer une grande masse quand même d'énergie. Donc les différentes phases de développement et de déploiement d'un modèle d'intelligence artificielle sont énergivores. Okay. Par exemple, si je prenais le moteur de Google Translate, en 2016, Google Translate ingérait 100 milliards de mots en moyenne quotidiennement. Et c'est vraiment énorme. D'un autre côté, la production et l'entretien des infrastructures de calcul émettent elles aussi des GES. Donc les infrastructures de calcul impliquent les ordinateurs, les data centers et puis les réseaux. On passe maintenant à l'échelle des applications directes de l'intelligence artificielle. Là, les effets sont mitigés. Évidemment, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour favoriser des industries qui sont émettrices de CO2, par exemple favoriser l'extraction d'énergie fossile, là, votre impact sera négatif. Mais d'un autre côté, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans une perspective un peu plus vertueuse pour le climat. Et ça, on va en parler un peu plus dans la deuxième partie de notre présentation. On bascule maintenant à l'échelle systémique, qui est un petit peu plus imprévisible, un peu plus globale, un peu plus difficile à cerner. L'échelle systémique implique, par exemple, les effets dits rebonds. Et les auteurs développent un exemple assez intéressant, c'est l'exemple des véhicules autonomes. Donc les véhicules autonomes que vous voyez sur la photo de gauche ici, ces véhicules sont alimentés par une intelligence artificielle qui permet d'optimiser les trajets et du coup d'optimiser la quantité d'énergie utilisée par le véhicule. Donc on peut avoir l'impression que de dehors qu'il y a un effet vertueux sur les émissions de GES, mais est-ce que ces véhicules, ces moyens de locomotion, ces nouveaux modes de locomotion ne vont pas encourager plus de trajets, la consommation d'un plus grand nombre de trajets à une personne, au détriment donc de transports en commun que vous voyez à droite, qui sont beaucoup moins néfastes, entre guillemets, sur l'environnement. Donc ça, c'est un des effets systémiques qui sont évoqués par ces auteurs. Alors, comment limiter l'impact carbone de sa pratique de l'IA? Heureusement, ces auteurs, encore ces mêmes auteurs, définissent une liste de recommandations, de conseils sur les 3 échelles et au niveau du public, du secteur public et du secteur privé pour limiter l'impact carbone de sa pratique de l'IA, pour l'évaluer et la limiter. Comment limiter l'impact carbone de sa pratique de l'IA à différentes échelles? Les auteurs que je viens de citer vous donnent des recommandations à différentes échelles pour évaluer et contrôler l'impact carbone de son IA. Malheureusement, en 20 minutes, je ne vais pas avoir le temps de lister tous les conseils. Je me contente de quelques conseils à l'échelle du calcul qui sont listés dans l'article en bas à droite de Ligosa et Luciani, pareil, un article récent en 2021. Donc, les conseils, c'est de commencer d'abord par entraîner vos modèles sur des fragments de votre jeu de données, des fractions de votre jeu de données avant de déployer l'entraînement sur l'intégralité du jeu de données, donc voir la performance sur des petits jeux de données. Ensuite, éviter des copies multiples de jeux de données sur différents ordinateurs individuels et puis privilégier peut-être une copie sur un serveur partagé. Essayez de recycler des modèles lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet d'IA. Essayez de voir s'il n'y a pas des modèles pré-entraînés qui correspondent un petit peu à votre objectif. Essayez de voir si vous ne pouvez pas les recycler, les amender avec du transfer learning, par exemple.
Vous pouvez aussi optimiser les stratégies d'arrêt du calcul si les modèles sont peu performants. Vous pouvez choisir des data centers alimentés par de l'énergie un peu moins carbonée. Et pour ça, il y a des outils qui vous permettent de bien vous orienter, notamment electricitymap.org. Vous avez une liste de ces outils dans le PDF de cette présentation. Je ne sais pas si le PDF sera partagé avec les participants. J'imagine que oui. Ensuite, vous pouvez quantifier et publier vos émissions de CO2. Ça peut être utile pour des utilisateurs qui sont amenés à développer des modèles similaires aux vôtres. Là encore, il y a plein d'outils disponibles, notamment Code Carbone, qui fonctionne très très bien, comme vous pouvez le voir, qui est assez facile à manipuler. Donc, dans cette diapo, je vous montre comment Code Carbone fonctionne. Vous pouvez mettre un start de votre suivi de carbone dans votre projet de ML, puis une fin du suivi de carbone. Donc là, j'ai inclus la phase d'entraînement entre le start et le stop. Et puis, cette librairie fournit donc la consommation énergétique en kWh de votre projet, et puis l'équivalent en kilos de CO2. Il propose aussi des indices un peu plus parlants, comme l'équivalent en nombre de kilomètres fait par une voiture conventionnelle, donc ce que vous avez juste en dessous. C'est assez pratique, n'hésitez pas à le mettre en place, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en somme, intégrer le contrôle et l'évaluation de l'impact carbone de son IA est crucial dans le contexte climatique actuel et sur les 3 échelles, donc calcul, application directe et systémique. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA peut être mise à profit pour lutter contre le changement climatique? Vous doutez bien que la réponse est oui. Mais que veut dire lutter contre le changement climatique? Comment est-ce qu'on lutte contre le changement climatique? En fait, il y a différents angles d'attaque, mais dans la littérature, les angles qui reviennent les plus souvent, c'est des stratégies de régulation des gaz à effet de serre, par exemple l'utilisation de l'IA pour réduire dans des projets visant à réduire les gaz à effet de serre, et l'utilisation de l'IA pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Évidemment, il y a d'autres angles d'attaque que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, Cluton, Brock et al. En 2021 listent de manière assez high level 4 leviers de l'IA dans l'action climat. L'IA peut être utilisée pour distiller des données massives et pour recueillir des informations. Par exemple, des modèles peuvent être entraînés sur des masses d'images satellites pour prédire des déforestations, des phénomènes de déforestation. L'IA peut être utilisée pour améliorer les prédictions des modèles climatiques, par exemple. Elle peut être utilisée pour prédire des événements climatiques extrêmes et du coup anticiper les réactions. L'IA peut être utilisée pour prédire des fuites de gaz à effet de serre sur une chaîne de production. Là, on parle d'industrie 4.0, alors j'ai oublié le nom, maintenance prédictive, oui, pardon. Maintenance prédictive, donc l'IA peut être utilisée pour détecter des pannes ou des fuites de gaz à effet de serre à temps et de faire intervenir donc les techniciens pour réparer les pannes avant que la fuite ne soit assez importante. L'IA peut être utilisée aussi pour optimiser des systèmes complexes comme des systèmes de transport de voyageurs, transport de fret, et pour limiter donc le nombre de kilomètres parcourus et limiter donc la consommation énergétique. L'IA peut être aussi utilisée pour accélérer la découverte scientifique et la R&D, notamment des procédés ou des objets qui sont vertueux pour l'environnement, entre guillemets, encore une fois. Par exemple, elle peut être utilisée pour l'optimisation des systèmes de batterie pour les véhicules électriques ou pour l'optimisation de systèmes des systèmes d'énergie qui sont un peu moins carbonés, comme le nucléaire ou le photovoltaïque ou l'énergie éolienne. Donc, je vais vous présenter 2 cas d'études d'utilisation de l'IA pour lutter contre le changement climatique. Ce premier cas d'étude implique l'adaptation aux conséquences du changement. Là, on va chercher à prédire le mouvement du criquet pèlerin. Okay. Les essaims de criquets pèlerins sont assez désastreux pour l'environnement, les cultures et l'économie. Il y a eu une crise en 2019 et 2020 en Afrique de l'Est qui pourrait coûter jusqu'à 8,5 milliards
de dollars d'après la Banque mondiale. La pullulation et la migration du criquet pèlerin peut être favorisée par des événements de précipitation extrêmes qui sont suivis par des sécheresses sur le long terme. Et donc ce sont des événements qui seront de plus en plus fréquents dans le contexte du changement climatique. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère ce fléau? Des experts identifient des zones à risque et puis il y a une intervention à grande échelle sous forme d'épandage de pesticides. Alors le problème, c'est que plusieurs régions sensibles ne sont pas balayées par les experts, notamment des régions qui n'ont pas encore été touchées par cet insecte et qui seront peut-être amenées à être touchées avec le changement climatique. Alors une étude a mis au point un modèle d'IA pour anticiper les migrations et les pullulations de criquets, ce qui permet des interventions un peu plus efficaces, plus ponctuelles, plus propres. Donc vous imaginez bien, il s'agit d'un modèle de machine learning supervisé où les données en entrée correspondent à des relevés de présence ou d'absence de criquets à des lieux précis, donc via une approche crowdsourcing. Les X, donc les prédicteurs, sont des variables environnementales extraites d'images satellites. Donc l'étude Tabar et al., donc là ça ne s'affiche pas très bien, Tabar et al. Décrit le modèle utilisé. Il s'agit d'un modèle de réseau de neurones complexe qui lie des couches convolutives, des LSTM, et le tout est couronné par un feed-forward. En sortie, on a une cartographie automatique de la présence ou de l'absence du criquet à différentes dates dans le futur, ce qui permet vraiment d'anticiper des interventions type pesticides. Alors, le deuxième cas d'étude porte sur la régulation des gaz à effet de serre, donc prédire la production électrique éolienne à court terme. L'énergie éolienne est une alternative décarbonée aux énergies fossiles, mais par contre, elle dépend du vent, qui est un phénomène météo qui est très imprévisible. Donc il est difficile de prédire la production d'énergie éolienne à court terme pour garantir une part d'énergie injectée sur le réseau électrique. Google et DeepMind ont mis au point un modèle de prévision de la production électrique éolienne 36 heures à l'avance. Et donc, les données en entrée sont les données historiques liées à l'utilisation des éoliennes et les données de prévision climatique. Le modèle utilisé est un réseau de neurones. Il sert à prédire la production électrique éolienne dans les 36 heures. Du coup, on a une plus grande contribution garantie à l'énergie injectée dans le réseau. Donc, on a une énergie moins carbonée garantie sur le réseau à court terme. Alors, regardez comme les résultats sont propres, sont performants, entre guillemets. Donc, la ligne bleue correspond à la production électrique prédite et la ligne grise correspond donc à la réalité. Donc, on voit que ça marche quand même assez bien. Et le résultat, c'est qu'on a une augmentation de 20% de la valeur économique de l'énergie éolienne. Donc on a vraiment, malheureusement, je n'aurai pas le temps de déployer plus de cas d'études d'utilisation de l'IA pour la lutte contre le changement climatique. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande vivement cet article paru en 2019, qui est une bible de cas d'études classés par industrie et par type d'intervention. Donc, vous voyez, vous allez tomber sur plein de tableaux assez sympathiques dans cet article, notamment celui-là, où on a une belle classification des leviers de l'IA en colonne versus les domaines d'application et les industries en ligne. Les auteurs vont même encore plus loin en proposant des perspectives de recherche et de développement et en quantifiant leur impact potentiel à court, à moyen ou à long terme. Donc là, par exemple, on est dans la modélisation de la demande dans le cadre de l'industrie des transports. Les auteurs jugent que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire la demande pourrait avoir un impact assez fort en termes de régulation des gaz à effet de serre. Alors, les auteurs de cet article font partie d'une communauté internationale assez efficace, assez dynamique, qui s'appelle Climate Change AI. Il s'agit d'une communauté d'académiciens et de gens dans le privé qui travaillent collectivement sur justement cette interface entre changement climatique et intelligence artificielle. Donc, si vous cherchez des projets à impact positif sur le climat, je vous recommande vivement de vous joindre à cette communauté. Bon, finalement, on se rend compte qu'on dispose d'un grand nombre de cas d'études et de perspectives de recherche autour de l'IA
pour lutter contre le changement climatique. Et comme je vous ai indiqué au tout début, on a des outils qui nous permettent d'évaluer et de contrôler l'impact carbone de notre intelligence artificielle. Donc, la question suivante que je me suis posée dans le cadre de la préparation de cette conférence, c'est quels sont les résultats sur le terrain? Est-ce que l'utilisation de l'IA pour réguler les GES ou gaz à effet de serre ont des résultats concrets sur le terrain? D'après un rapport publié par Capgemini en 2020, et qui a porté sur le sondage de 400 entreprises à travers le monde, les entreprises qui ont réussi à mettre à l'échelle un projet impliquant l'intelligence artificielle pour réduire les gaz à effet de serre ont observé une réduction de 13% de ces émissions. Et en plus, Capgemini identifie un potentiel assez puissant de réduction de gaz à effet de serre via des solutions assistées par l'intelligence artificielle qui se déclinent en différents secteurs, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Maintenant, il y a un chiffre qui m'a pas mal interloqué dans ce rapport, c'est qu'on voit le potentiel, et malgré tout, quelle est la part des entreprises sondées, en tout cas, qui ont réussi à mettre à l'échelle un projet poussé par l'IA pour réduire les gaz à effet de serre? 13%. Donc 13% des entreprises ont mis en place une solution IA pour réguler les GES parmi les 400 entreprises sondées. Donc, il y a un fort potentiel d'un côté, et de l'autre côté, il y a très peu d'entreprises qui profitent de ce potentiel. Du coup, dernière question que j'aimerais poser avec vous aujourd'hui, c'est comment pousser les institutions, donc soit publiques, soit privées, à l'action, à l'utilisation de l'IA dans une perspective vertueuse pour le climat. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fresk, mais avant que je vous parle de Fresk, je voulais vous évoquer cette dernière partie du rapport de Capgemini qui soulève la manière de communiquer aux entreprises, la manière dont les entreprises peuvent exploiter le potentiel de l'IA dans la lutte contre le changement climatique, ou en tout cas dans la réduction des gaz à effet de serre. Alors, toutes ces perspectives sont un peu interconnectées, et j'attire votre attention sur celle qui est à droite, là en violet, une sensibilisation des équipes IA aux problématiques du changement climatique et une sensibilisation des équipes développement durable, des entreprises, au potentiel de l'IA et aux enjeux de l'IA. Okay. Alors, comment est-ce qu'on pourrait favoriser cette éducation pour pousser des projets IA de lutte contre le changement climatique et limiter l'impact carbone de l'IA? Alors, j'ai pensé à un outil pédagogique qui marche très très bien en ce moment, qu'on appelle la fresque. Une fresque, c'est un atelier de 3 heures qui réunit plusieurs personnes autour d'une table pour réfléchir et pour cerner les tenants et les aboutissants d'un sujet donné. La fresque du climat, c'est un atelier qui est organisé autour de la compréhension des enjeux du changement climatique, qui fonctionne tellement bien qu'il y a déjà 300 000 personnes qui l'ont suivi. Donc 300 000, c'est énorme. Et cette fresque du climat a des cousines, la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité, qui permettent donc à chaque fois de comprendre certains thèmes contemporains qui sont assez importants et qui permettent en plus de réfléchir à des solutions et de partir sur des perspectives intéressantes. Alors, comment fonctionne une fresque? Les personnes se rassemblent autour d'une table et puis les participants se répartissent autour d'une table. Ils cherchent à aligner, à répartir des différents éléments du thème étudié sous forme de cartes sur la table, et puis à interconnecter ces éléments avec des flèches qui correspondent à des liens, soit de cause à effet, soit d'autres liens. Donc j'ai pensé potentiellement à une fresque IA-climat, une fresque IA-climat dont l'objectif est de sensibiliser donc les acteurs du développement durable d'une entreprise au potentiel de l'IA, et d'un autre côté de sensibiliser les acteurs IA d'une entreprise au changement climatique. Donc si on rassemblait ces deux équipes autour d'un même atelier de 3 heures,
on pourrait peut-être avoir au final un bourgeonnement d'idées intéressantes qui pourraient pousser donc des projets d'IA dans le but de limiter les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc ce serait une collaboration entre les équipes développement durable et les équipes IA autour de projets vertueux pour le climat. Donc peut-être que cette fresque pourrait faire avancer les choses dans les entreprises et donc réduire et puis bon, essayer de faire en sorte que les entreprises soient un peu plus impliquées, en tout cas dans l'utilisation de l'IA pour la lutte contre le changement climatique. La question fatidique finale pour clôturer cette conférence, l'IA sauvera-t-elle le monde du changement climatique? Alors clairement, la réponse est non. Il ne faut pas rêver à qu'une solution technologique vienne nous sauver la vie du jour au lendemain. Mais l'IA pourra contribuer à diminuer le changement climatique, en quelque sorte, en l'employant dans des projets de lutte contre le changement climatique et en contrôlant méticuleusement les impacts négatifs de ces projets à différentes échelles, donc du calcul des impacts directs et l'échelle systémique. Et ça passe par une meilleure éducation autour des enjeux, notamment en utilisant des outils pédagogiques efficaces comme une fresque. Alors j'ai posé la même question à GPT-3. Je lui ai demandé de me composer une chanson sur est-ce que l'intelligence artificielle va sauver le monde du changement climatique. Je vous laisse méditer quelques secondes sur le résultat. Et voilà, ce sera la fin de ma conférence. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, il y a eu beaucoup de réactions sur le chat, enfin, de discussions en fait avec vous. Donc, je vous invite à le lire après, parce que c'est plutôt des réactions que des questions. Moi, je voulais d'abord, dans les notes d'espoir, donc moi, je suis directeur de la filière informatique de l'ENSERP Matmeka. Et effectivement, dans tous les domaines de la filière, en fait, on fait la fresque du climat. Et notamment en IA aussi, on a cette composante maintenant d'intégrer, alors en IA et en HPC aussi, dans toutes les filières, d'ajouter la composante effectivement CO2 en fait du calcul dans sa globalité, donc plutôt pas systémique, mais plutôt dans la suivi des composants, etc. Donc c'est quelque chose qui arrive. Hein, dans les ingénieurs de quelques années, ils seront équipés. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, les entreprises vont aller là-dedans. Et alors, moi, j'ai plutôt une question sur la capacité en fait de l'IA, en tout cas de l'IA telle qu'on l'entend souvent là, basée sur le ML, sur la capacité d'intervention. On parle souvent de modèles prédictifs, mais en fait, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut plutôt un modèle qui nous décrit qu'est-ce qui se passe si je fais ça, par rapport à qu'est-ce qui se passe si je fais ça. Et par construction, tous ces modèles basés sur la donnée ne peuvent pas le faire. Alors, est-ce que vous avez des choses ou des pistes là-dedans, effectivement, pour savoir quel est l'impact en fait, d'un changement de décision politique sur le climat dans les modèles prédictifs? Est-ce qu'il y a une réflexion, des choses comme ça? Donc, oui, ce serait plutôt des pour parler voilà, plus proche. Oui. Alors, vous évoquez des prédictions qui sont basées sur différents scénarios politiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que typiquement, l'IA est bonne pour prédire quelque chose qu'elle a déjà vu dans le passé. Mais ce qu'on veut, nous, c'est plutôt qu'elle nous dirige vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, plutôt innover. Alors, ça a été évoqué, l'innovation. Mais ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas lier toutes les décisions sur la donnée, mais plutôt sur des mécanismes un peu autres, sur les relations entre les données, sur comment la donnée est construite, enfin, c'est la notion de causalité, en fait, qu'on n'a pas là. Voilà. Est-ce que dans tous ces travaux, il y a des choses basées là-dessus? Alors, ce qui est assez... C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on a tendance, en tout cas dans les cursus, on a tendance à se précipiter sur l'aspect machine learning de l'IA, alors que derrière l'IA, il y a l'aspect machine learning prédictif, je voulais dire, donc l'utilisation de l'IA pour prédire, alors qu'il y a plein d'autres utilisations qui sont intéressantes et qui peuvent être assez utiles dans des perspectives autres que prédire bêtement.
Et heureusement, donc dans cet article-là, dans cette classification, vous voyez, il y a des cas d'études qui sont proposés et qui mettent en évidence des utilisations de leviers de l'IA qui ne sont pas que du prédictif, notamment l'inférence causale. Alors, il y en a un, transfer learning, oui, c'est ça, c'est l'inférence causale qui peut être mise en jeu dans différents domaines et différentes industries pour lutter, entre guillemets, contre le changement climatique. Et donc, vous avez une liste de cas d'études dans cet article-là. Et donc, lié à ça, il y a une question sur comment se renseigner plus sur ce sujet, au-delà de l'article de Climat qui... Alors, moi, je l'ai bien aimé, mais c'est un article écrit par des gens qui font du ML et qui ont quelque chose de leur techno à vendre. Et donc, voilà, faut le relativiser, je pense. Voilà, peut-être... Ouais, bon, c'est à relativiser avec cette approche-là. Mais c'est un super article, effectivement, je vous rejoins là-dessus. Donc, est-ce que vous avez d'autres pistes pour les gens qui voudraient s'intéresser à ces problématiques? Alors, effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique-là, je me suis précipité sur la communauté climatechange.ai. J'avais juste tapé sur Google Climate Change et Artificial Intelligence, c'était il y a quelques mois. Et je suis tombé donc sur cette communauté qui est de plus en plus grandissante. Donc, il y a 3000 personnes qui ont rejoint la communauté. Et donc, il y a c'est une communauté qui met en avant donc, pas mal de recherches sur cette interface entre changement climatique et intelligence artificielle. Mais effectivement, il y a, donc je pense qu'on se dirige un peu trop vers la mise en avant de l'intelligence artificielle, un peu trop, en tant que solution pour lutter contre le changement climatique, même si les auteurs mettent en garde, à chaque fois les auteurs des articles, toute cette communauté mettent en garde, ils mettent en garde les dérives du technosolutionnisme, entre guillemets. C'est vrai que c'est très, très orienté techno. Je pense que pour se renseigner autour de cette question-là, c'est bien d'intégrer cette communauté. Et de l'autre côté, essayer d'intégrer des communautés qui portent sur la sobriété numérique, ce qui permettrait donc de mettre des freins un petit peu à un peu trop d'enthousiasme sur des perspectives de recherche qui seront de manière systémique un peu plus néfastes pour l'environnement qu'autre chose. Donc pour la sobriété numérique, moi je conseillerais vivement donc, la fresque du numérique que vous mettez peut-être déjà en place à l'INSERM Mathmeka. Et donc voilà, coupler des communautés qui vont vers la sobriété numérique et une communauté comme celle-là qui est enthousiaste dans la lutte contre le changement climatique et l'utilisation de l'IA contre le changement climatique, je pense que c'est une bonne perspective pour s'éduquer autour de cet écosystème. Ok, et merci. Et une dernière question, alors c'était qui fait de l'IA sur Bordeaux? Alors c'est une question qui vous dépasse un peu, peut-être, je sais pas, alors peut-être que vous pouvez rappeler ce que vous faites vous, parce que vous êtes ici à titre personnel. Alors, avant, je vais quand même dire que je suis aussi, j'ai la joie de co-porter l'axe transverse IA du Labri, qui est le laboratoire bordelais de recherche en informatique que je porte avec Akaz et Marie. Et donc c'est un point d'entrée au niveau de la recherche sur le site bordelais qui peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, où on va vous mettre éventuellement en relation avec des chercheurs en IA. Et nous-mêmes, on travaille dessus. Et il y a le labo de maths aussi, et en matériaux, il y a aussi pas mal de choses qui se font. Et à l'INRIA, évidemment aussi, où il y a des équipes reconnues internationalement en IA. Voilà. Et peut-être pour finir, comme ça, vous pouvez présenter un peu votre projet personnel autour de ça, peut-être. Je pense que vous avez très bien répondu à la question bien mieux que moi. Donc, alors qu'est-ce que je fais? Je suis indépendant. Je fais de la data science en tant qu'indépendant depuis une dizaine d'années déjà. Et depuis 4 ans, je m'oriente plutôt dans une perspective de formation et d'éducation, de pédagogie. Donc, je fais de la formation en analyse de données, notamment en statistique ou en machine learning, en intelligence artificielle. Et donc, j'aime beaucoup cette perspective d'éducation dans mon métier. Et depuis quelques mois, j'essaie de trouver un sens, entre guillemets, à ce que je fais. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de m'impliquer de plus en plus dans la lutte contre le changement climatique en intégrant donc l'idée de l'impact de l'IA et des idées, des outils pédagogiques pour sensibiliser un maximum donc à la fois
les acteurs de l'IA et puis d'autres acteurs impliqués dans des entreprises ou des institutions. Et je fais ça en indépendant. D'accord, super. Bah voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez en savoir plus. Donc, et puis donc ça conclut cette matinée sur le flux numéro 3. Et on vous retrouve tout au long de la journée pour d'autres présentations tout aussi intéressantes. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire l'IA, si vous voulez en savoir plus. À bientôt. Merci à tous. Merci.